Bonjour, aujourd'hui le 13 septembre 2020. D'abord, les points techniques ne sont pas importants, puis je ne vais pas finir avec ça. Alors, je commence tout de suite en vous disant que si c'est la première fois que vous regardez l'une de mes vidéos et que vous voulez me suivre, le mieux c'est de vous abonner à ma page, à mon site YouTube ou encore suivre ma page Facebook. Ces jours-ci, j'ai reçu un grand nombre d'invitations d'amitié et ça m'est impossible de les accepter parce que j'ai atteint le nombre maximum. J'ai reçu aussi beaucoup de messages et de demandes et j'y arrive plus. J'arrive plus à répondre à tout le monde. Alors, je suis totalement désolée. Je regarde certains messages qui me sont envoyés. J'essaie de répondre à certains, mais si vous n'avez pas reçu une réponse ou si je n'ai pas accepté votre invitation, sachez que ce n'est pas parce que je ne veux pas, c'est que j'y arrive plus. C'est arrivé parce que, entre autres, il y a eu ce boom de messages que j'ai reçus suite à l'entrevue à Radio X 98.1 à Québec avec des animateurs qui sont très audacieux. Et entre autres, l'une des questions qu'on me demandait souvent ou un partage que j'ai reçu, c'est « Parle-nous de la Suède et qu'on aimerait ça être ici avec toi, c'est-à-dire être là avec toi en Suède. » Je ne peux pas répondre à toutes les questions qui me sont posées sur la Suède. Je vais essayer de donner de l'information sur ma page Facebook. Mais le mieux, c'est de vous informer sur les sites Internet. Vous allez trouver beaucoup d'informations. Et quand j'ai reçu ces commentaires-là et qu'on voudrait être en Suède en ce moment, je peux vous partager que moi, hier soir, et que j'aurais aimé être à Montréal. J'ai vécu beaucoup d'émotions hier quand j'ai reçu les vidéos de la manifestation à Montréal. J'en ai pleuré une shot. Puis je suis encore émue de voir tout ce monde rassemblé pour une même cause solidaire, avec de l'amour, avec de la bienveillance, qui veulent retrouver, tous ces gens-là qui veulent retrouver une vie qui a du bon sens. Et ça m'a touchée. Puis j'en profite pour vous dire que les émotions qu'on vit, c'est normal, c'est naturel, c'est assez étrange, particulier d'avoir cru que d'exprimer tes émotions en public, c'est pas... il ne faut pas faire ça. Les émotions, ça fait partie de nous. Et puis, si vous en avez des émotions de ce temps-ci, je vous invite à les exprimer pour vous-même, surtout avec des proches, avec des gens en qui vous avez confiance. Vous vivez une montagne russe d'émotions. On vit tous une montagne russe d'émotions en ce moment. Autant des moments où on éprouve de la tristesse, du désarroi, même de la colère. On vit des émotions. On n'en peut plus. On dit ça suffit, là, arrêtez les mesures coercitives. Puis à d'autres moments, comme si vous participez à ces manifestations, vous vivez des grands bonheurs, ou à certains moments entre vous avec des gens que vous aimez, ou si vous êtes dans la nature, ou si vous lâchez prise et vous retrouvez confiance en la vie, vous vivez aussi une paix intérieure. Ces montagnes russes font partie de cette période dans laquelle on est actuellement. Donc c'est normal. Et je reviens à cette manifestation qui a eu lieu à Montréal. On faisait remarquer que dans les médias officiels, on n'en a pas parlé. Puis pour moi, ici en Suède, en ce moment, c'est le matin. Le lendemain matin, j'étais voir, puis à TVA, Radio-Canada, effectivement, en ce moment, on n'en a pas parlé. Peut-être que ça viendra plus tard, mais c'est pour le moins étrange que les médias officiels n'en parlent pas. Il y a un certain nombre de choses étranges depuis le début de cette annonce de pandémie. Si, peu importe ce que vous pensez de cette situation, je pense que ce qui est partagé entre nous, c'est l'étrangeté, le fait de ne plus reconnaître nos pays, de ne plus vivre une vie normale en ce moment. C'est étrange. Donc, c'est étrange qu'un média officiel ne parle pas d'une manifestation aussi monstre, aussi énorme.
J'ai parlé dans cette entrevue à Radio X de la différence que je constate entre une volonté de prévention dans cette situation qu'on vit et la coercition. C'est-à-dire qu'au départ, dans tous les pays, le message qui était passé, c'est on veut aplatir la courbe, on veut désengorger les hôpitaux. Et maintenant, ce qu'on entend, c'est on veut éviter une deuxième vague. C'est une volonté de prévention, ça. Ça ne va pas avec des modalités de coercition. Ça ne va pas avec des amendes, avec la police. Ça ne va pas avec des règles strictes, des obligations, par exemple, de confinement, de distanciation sociale. C'est incohérent, ça n'a pas de sens. Et c'est ce qui différencie, à mon sens, ce qui s'est passé en Suède et ce qui se passe présentement de d'autres pays qui sont confinés. En Suède, le mot d'ordre, ça a été de dire, regardez, il y a un virus qui est annoncé, qui semble avoir atteint certains pays. On vous recommande des mesures et vous avez le choix de le faire ou pas. Et si la situation se dégrade, si on est devant un danger imminent, bien, on changera de cap, là, on fera autre chose. On trouvera d'autres solutions. Ça, c'est de la prévention. Et ce pays, la Suède, continue dans cette direction en décidant, et c'est ce qu'on aurait décidé dans tous les pays, à mon avis, c'est de dire, si on est capable de cibler les personnes qui sont vulnérables, qui risquent d'être atteintes par ce virus, on va s'en occuper, on va en prendre soin. Puis les autres qui sont en santé, vous allez pouvoir continuer de vivre votre vie parce que c'est important, parce que c'est la santé qui est important. Au départ, quand j'ai commencé à faire des chroniques à Radio-Canada et à la Tribune au Québec, je différenciais les mesures qui sont prises pour nous protéger, pour réduire un risque, et les mesures dont on n'entendait pas parler, qui devraient être recommandées pour se maintenir en santé. Et on est encore là-dedans entre ce qui différencie un pays qui a eu une approche préventive, puis un pays qui a eu d'autres pays qui ont eu des approches une approche coercitive. C'est étrange ce lien entre le désir de prévention puis la coercition. Quand au départ, j'ai vu que s'installait au Québec de la coercition, j'ai posé la question, mais pourquoi? J'ai posé la question, entre autres, à un animateur là, qui faisait le travail avec moi, d'essayer d'aider les gens qui vivaient la situation. Et il m'a répondu, c'est parce qu'il y a des gens qui trichent, parce que les gens qui ne respectent pas les lois, qu'on est obligé de mettre en place des amendes, puis la police. Puis, j'ai réalisé, et c'est ce que je lui ai partagé, c'est dans les médias officiels, on présente un cas d'une personne qui, c'est un homme à l'époque de 70 ans, qui refusait de rester confiné parce que, disait-il, c'est sa liberté, puis il était en forme. Et on a présenté ce cas-là, et on n'a pas présenté mettons que c'est 1 sur 100, les 99 qui respectaient le confinement et la réglementation. Dans nos pays, la plupart des gens, la grande majorité des gens respectent les lois. On me disait, j'ai entendu ce commentaire-là qu'en Suède, ça se passe différemment parce que les gens sont responsables. Bien, je peux vous le dire, je suis sur place, les gens sont comme nous. Ils sont ni plus ni moins responsables que nous. On a toujours été une population respectable, mais ça a toujours été des cas exceptionnels qu'on a présentés dans les médias officiels. Et en ce moment, c'est ce qui se passe, et c'est ces cas exceptionnels qui dictent nos lois, qui dictent moi j'appelle plus ça de la prudence, qui dictent cet excès dans les mesures sanitaires. La coercition, ce qu'elle crée, c'est de la scission. La prévention, elle crée de la solidarité. On est là pour s'aider à passer à travers. On va éprouver quand il y a une prévention, une prudence qui est saine. On va faire attention aux gens qui sont à risque. Mais quand on met en place la coercition, ça crée de la scission, ça crée de la rébellion. Aux gens qui me demandaient ou avec qui je parlais de cette coercition-là, je leur disais, puis qui me disaient, c'est parce qu'il y a des gens qui ne respectaient pas les lois, je leur répondais, mais c'est la coercition qui crée la rébellion, c'est le fait d'obliger les gens, contre le gré,
qui va faire en sorte que les gens vont se rebeller. C'est pas les mesures, c'est pas la situation qui fait en sorte que les gens se rebellent, c'est pas vous. Je ne sais pas ce qu'il y en est pour vous, mais moi, si j'avais 70 ans, ou si j'étais plus âgée, puis qu'on m'avait obligée à rester à l'intérieur alors que je suis une personne en santé, alors que j'ai besoin de me tenir en forme, d'aller dehors, j'ai besoin de voir mes proches, je me serais effectivement rebellée. J'aurais refusé ça. Est-ce que j'aurais été une antisociale pour autant? Je ne crois pas. Si j'étais en santé, on n'a jamais fait la preuve dans cette situation-là que les gens qu'on confinait n'étaient pas en santé, étaient atteints de virus. Alors, cette coercition, elle crée de la scission. Il y a donc en ce moment, dans les pays confinés, deux groupes de personnes, deux points de vue totalement différents qui semblent irréconciliables et pourtant, ils vivent la même situation. Ils partagent la même situation. C'est-à-dire qu'ils vivent la même réalité et ont un point de vue différent sur cette réalité-là. Et pourtant, je vais rajouter, aucun d'entre eux n'est responsable de la situation. Tous ceux qui, en ce moment, sont d'un bord, par exemple, à avoir peur d'un virus, ou d'un autre côté, à avoir peur de perdre son pouvoir et sa liberté, ces gens-là partagent la même réalité, la même situation, un pays confiné avec des mesures contraignantes, et aucun d'entre eux n'est responsable de la situation. Je me suis posé la question parce que j'essaie vraiment de comprendre ce qui se passe en me disant que si on arrive à comprendre la situation, si on arrive à comprendre ce qui se passe d'un bord comme de l'autre, on va retrouver, je crois, la paix intérieure. On va quitter cette position, cette division-là pour pouvoir ensemble créer un changement dans la situation. Alors, j'essaie de comprendre et ce que j'ai compris, c'est ce qui sépare ces personnes, ou qui est même commun à ces deux personnes, pas ces personnes-là, à ces groupes-là, c'est des peurs. C'est des peurs. Et la peur, c'est comme je dirais un mur épais qui empêche un groupe de voir la réalité de l'autre groupe, ou même de voir la réalité. Ou c'est un gros nuage, on peut s'imaginer ça, un gros nuage obscur qui nous empêche de voir la lumière, qui nous décourage. Et pour moi, s'il y avait une guerre à mener, s'il y avait une démarche à mener d'émancipation en ce moment, ce serait de se battre contre cette peur-là, que cette peur qui est contagieuse. La peur est beaucoup plus contagieuse que ce virus qui n'est plus virulent maintenant. J'ai essayé d'être attentive à qu'est-ce que pouvait vivre un groupe ce groupe-là qui a peur du virus. Alors, je vais vous dire, ce groupe, cette peur qui est vécue par ce groupe, elle est alimentée par des images qui sont présentées dans les médias officiels, par des phrases ou des idées qui circulent. Et j'en ai entendu, je suis sûre que vous avez entendu ces idées-là, alors je vous les partage. Ou peut-être même que vous les expérimentez dans votre vie. Alors, ces phrases qui suscitent la peur à l'intérieur de nous, quand on est dans un groupe de gens qui ont peur du virus, c'est, il existe ce virus. J'ai vu, alors une autre phrase, c'est, j'ai vu des gens malades. Soit vous en avez vu des gens très malades, ou soit vous avez entendu des gens dire qu'ils ont vu des gens malades. Ou ces personnes vont dire que, mais il y a de plus en plus de cas infectés. Ou encore, ils vont dire, l'important, c'est la santé publique. Ça passe avant le petit confort personnel qu'on a. C'est d'être altruiste, de penser aux personnes qui sont à risque. Et si c'est pour ça un inconvénient pour moi de porter un masque, je vais le faire. C'est ce qu'on entend. C'est normal. Ces gens-là aussi entendent dire ou se disent, c'est normal de mettre en place des lois contraignantes ou des amendes parce que justement, il y a des gens qui ne respectent pas les lois. Ou encore, ils entendent le fait que les complotistes sont dangereux.
où ils entendent que les spécialistes qui se prononcent en opposition avec la santé publique ou l'OMS, ce sont une minorité de personnes. Et toutes ces phrases-là alimentent la peur de ce groupe de personnes qui est de l'autre côté d'un mur. Puis si on va du côté des gens qui n'ont pas peur du virus, mais qui ont parfois peur, et de façon légitime, de perdre leur pouvoir ou leur liberté, bien, il y a aussi des images, des idées, des annonces qui circulent et qui génèrent cette peur. Je vous donne un exemple. Je reçois cette semaine un article de journal qui m'est envoyé par un internaute de la violence qu'il y a en Suède. Et dans l'article, il y a une image d'un feu avec des gens qui sont autour du feu et on parle de la recrudescence de la violence en Suède. C'est pas ce qui se passe ici, là. Mais en ce moment, ce qui arrive, c'est qu'il y a des jeunes il y a des méfaits, des délits qui surviennent dans certaines villes, 3 villes, je crois, du pays. C'est ponctuel, comme il y a eu des délits dans le passé de jeunes qui commettent du vandalisme. Et on utilise cette information-là pour créer la peur. Donc, et en ce moment, pour discréditer la Suède qui s'en sort autrement que dans les pays confinés. Je vois passer aussi une information, c'était quoi ça? Ah, moi je suis un média alternatif d'information qui s'appelle Rebel News, Rebel News en anglais, là, Rebel, R-E-B-E-L, News, et qui témoigne, donc qui fait un reportage sur une manifestation qui a lieu en Australie. Et entre autres, qui compare l'information qui est transmise dans les médias officiels puis l'information qui est transmise dans les médias sociaux. Et d'une part, dans les médias officiels, on va cibler sur une arrestation qui a lieu et sur un moment de chaos dans la manifestation qui est pacifique. Alors que dans les médias sociaux, on constate qu'effectivement, cette manifestation, elle est réellement pacifique, puis on va interviewer les gens, puis les gens commentent ce qui se passe, puis tout est dans le calme. Mais ce qu'on a présenté dans les médias officiels sur une manifestation va générer de la peur. Il y a aussi en ce moment dans les médias sociaux des clips qui sont pris de situations, d'arrestations, de tests obligatoires forcés, de confinement. Je l'ai vu passer, là, ce médecin qui parle d'un confinement qui était obligatoire, qui ne veut pas dévoiler c'est où sont confinées les 2 personnes. Ça se passe au Québec. Bon, ce reconfinement, toutes ces nouvelles-là, en passant, elles circulent sur le plan mondial. Toutes ces mesures aussi, elles surviennent sur un plan mondial. Ça, c'est étrange quand même et ça n'appartient pas, je dirais, sur un plan décisionnel à un gouvernement puisque surviennent en même temps dans le monde, dans les pays confinés, les mêmes mesures, les mêmes nouvelles dont on parle qui génèrent de la peur. Ces nouvelles-là nous font peur. Et là, je me suis posé une question que je vous partage. Avez-vous le sentiment ou réalisez-vous que peut-être que l'effet que ces nouvelles ont sur vous, cet effet-là qui crée la peur, c'est la peur qu'on vit, pensez-vous que c'est recherché? Pensez-vous que c'est voulu? Qu'on ait tous peur, peu importe dans quel clan on est? Et ça m'a fait réaliser que ce n'est pas nouveau. C'est depuis toujours, depuis que vous existez et avant même que vous existiez, ça se peut-tu? Est-ce possible que les nouvelles, que l'information qui circule dans les médias officiels, mais aussi dans les livres d'histoire, que l'information qui circulait dans tous les grands drames humanitaires qui ont eu lieu, avait pour but de générer la peur? Alors pour moi,
s'il y a un ennemi qu'on doit combattre en ce moment, s'il y a un ennemi qu'on doit éradiquer, s'il y a une chose de laquelle on doit s'émanciper tous ensemble, c'est cette peur qui est peut-être voulue. Pourquoi? Parce que la peur nous paralyse. La peur crée le désarroi, crée la révolte et on devient maladroit et on commence à se détester. On se déteste entre nous. On focus sur l'information qui est dramatique. C'est ce qu'on fait depuis toujours. Vous êtes-vous posé la question, mais pourquoi? Pourquoi dans les médias officiels, on cible l'information sur des cas exceptionnels qui font peur, alors que 99% des gens sont responsables, agissent selon les lois, sont humains, sont altruistes. La plupart des gens, ce sont des bonnes personnes. La plupart ont de bonnes intentions. Mais dans les médias officiels et dans les histoires qu'on nous a contées, ben, on parle de la violence, on parle des guerres, on parle de ceux qui ne se soumettent pas. C'est une question importante, je trouve, à porter et à réaliser, et une situation de laquelle on doit travailler ou réfléchir ou aller de l'avant pour s'en sortir, pour s'émanciper, non pas de la situation, mais de la peur qui est générée. En ce moment, il y a même des gens, je le réalisais dernièrement, il y a même des gens qui ont peur de ne plus avoir peur. Ils ont peur de lâcher prise de cette peur. Ils s'accrochent à des mesures qui ont l'apparence de la sécurité. Ils s'accrochent à ça plutôt que de prendre du recul et de revenir au bon sens pour réaliser que les virus ont toujours existé, qu'on a un système immunitaire qui fait un bon travail, qui depuis toujours, pour une personne qui est en bonne santé, qui s'alimente bien, qui fait de l'exercice, qui n'est pas sédentaire tout le temps, qui est en contact avec ce qui le rend vivant, que ce soit la nature, que ce soit la joie, les gens qui l'entourent, qui lui font du bien. S'il fait ça, ben, en général, son système immunitaire fait la job. Et c'est seulement si on est au bord, quand on est au bord d'une maladie qui va nous mener à la mort, bien là, c'est possible qu'un virus peut nous aider, je dirais, à passer à l'au-delà. Puis en passant à l'au-delà aussi, on en a peur parce que, bon, quelles histoires on nous a contées sur l'au-delà? Est-ce qu'on connaît bien la mort? Dans le conte Le Fou, je me suis intéressée aux expériences de mort imminente pour découvrir qu'il paraît que ce qu'il y a après, c'est extraordinaire, c'est merveilleux et qu'on ne doit pas avoir peur. Il n'y a personne qui revient d'une expérience de mort imminente qui a peur de la mort. Ces gens-là n'ont plus jamais peur de la mort. Alors, cette peur-là qui a pris beaucoup de place dans nos vies et qui, en ce moment, est exacerbée par la peur d'un virus qui est maintenant plus virulent puisqu'il n'y a plus de mortalité. La réalité, c'est ça, là, il n'y a plus de mortalité. Ça veut dire cas ou pas cas. Que vous ayez beaucoup de cas ou pas de cas dans vos pays, ça veut simplement dire que la virulence du virus est au neutre. Que c'est le temps de passer à autre chose. Ça, c'est d'un côté. Et puis, d'un autre côté, peut-être qu'on a généré en nous une peur de laquelle on ne veut pas ça, mais peut-être qu'on a peur de lâcher prise puis de vraiment faire confiance en la vie. Je me suis demandé, parce que moi aussi, je réfléchis, je vous le dis, j'évolue avec vous. Les questions que je me pose, je vous les partage, puis j'essaie de faire mon bout de chemin par rapport à ça. Et oui, je me suis posé la question, qu'est-ce qui fait que je n'ai pas toujours confiance en la vie? J'ai de plus en plus confiance en la vie. Je n'ai plus peur de la mort. J'ai confiance qu'il n'y a pas que moi qui décide dans ma vie. J'ai confiance qu'il y a quelque chose qui est plus grand que moi, qui détermine ce que j'ai à faire dans ma vie. Ce n'est pas moi totalement qui ai décidé d'être ici en Suède à vous parler de la Suède. J'ai mon rôle à jouer pour aider notre société. Et vous avez votre rôle à jouer aussi. Donc, il y a la vie qui existe, qui est plus grand que soi.
Et à ces moments-là où on a peur de lâcher prise et croire qu'il y a la vie qui nous dépasse, qu'il y a un réel changement qui est possible aussi. Alors, le travail, à mon sens, qui est à faire en ce moment, c'est de comprendre, d'essayer de saisir cette peur-là. D'ailleurs, quand vous essayez d'aller à l'intérieur de vous et de saisir la peur, vous allez voir, attardez-vous un peu à cette peur qui vous habite quand elle vous habite. Et vous allez voir que quand vous y portez attention, la peur se dissipe. Elle s'évapore comme un nuage, justement. D'ailleurs, la peur, c'est ce qui existe quand on est arrêté, quand on est paralysé. À partir du moment, on dit que c'est un brouillard, la peur, qui se dissipe quand on avance, quand on va vers l'avant. À partir du moment où vous êtes dans l'action, il n'y a plus de peur. La peur, c'est toujours avant l'action. C'est dans la rumination, dans la période qui vous tient immobile, qui vous paralyse. Une fois que vous êtes dans l'action, voyez-le, quand vous êtes dans une manifestation, posez-vous la question. Réalisez que vous n'êtes plus dans la peur, c'est fini. Quand vous revenez à la maison, et avant d'être dans l'action, il est possible qu'elle revienne, cette peur-là. Mais à chaque fois que vous vous mettez dans l'action, la peur disparaît. Donc, tu me demandes, mais comment on fait pour s'émanciper de la peur? Il y a un truc qui est évident, qui est là, accessible, c'est se mettre dans l'action. On peut avoir peur, par exemple, avant de faire une capsule vidéo, puis après, ça se dissipe. C'est fini après un certain temps. On peut avoir peur avant d'envoyer une lettre à un député, avant de se positionner par rapport à ce qui se passe dans les écoles, avant de partager un post, avant de décider de prendre une décision dans sa vie, avant de prendre une décision importante dans sa vie, comme quitter un emploi ou quitter une relation nocive, on a peur avant. Mais quand on fait l'action, cette peur se dissipe. C'est tellement simple, c'est tellement accessible. La peur, c'est lorsqu'on imagine que la réalité est faite de deux options seulement. J'en ai déjà parlé, cette façon de présenter les choses par certaines personnes en pouvoir en vous disant, par exemple, que c'est ça, c'est le masque, par exemple, ou c'est le vaccin. C'est la distanciation sociale, ça c'était avant, ou c'est le masque. C'est le même qu'on vous a présenté les choses. Cette façon de voir à deux options, elle est très limitative et c'est à l'intérieur de ces deux options qu'est contenue la peur. À partir du moment où vous ouvrez les possibilités, que vous ouvrez à la réalité telle qu'elle est vraiment, vous allez voir, il y a de nombreuses possibilités. On dit que la réalité, ce n'est que des potentialités. La réalité, c'est ce que vous désirez concrétiser. Vous désirez faire une chose, faites-la, elle va se réaliser. Oui, vous allez peut-être rencontrer des obstacles. Ça fait partie de la vie. C'est peut-être parce que vous devez apprendre des choses à travers ces obstacles-là. Mais donc, la vie, elle est remplie de potentialités. Tout est possible. Et ce changement qui est tant souhaité, qui a été rêvé, qu'on n'espérait plus tellement on était pris dans une vision limitée de la vie, de la réalité, mais ce changement, il est non seulement possible, il est maintenant inévitable. Je reviens à ce que je disais au tout départ, ou je ne sais pas si je l'ai dit, j'ai repris tellement de fois cette capsule-là que je ne suis pas sûre que je l'ai dit. Alors en passant, petite note humoristique, ceux qui me suivent depuis un certain temps, vous le savez comment je suis mal à manger pour faire mes capsules. En ce moment, mon iPhone, il est sur un abat-jour. Et puis, le décor qu'il y a derrière moi, là, en passant, la personne chez qui je loue ma petite maisonnette en Suède, elle m'a dit « Lucie, il faut que tu changes là, le décor qu'il y a derrière toi. Ça n'a pas d'allure, il va peut-être m'aider à faire ça. » Et ça m'arrive donc de commencer un enregistrement puis de dire, de dire n'importe quoi, puis je recommence. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit ça, mais le fait qu'il y a de plus en plus de mesures coercitives, je pense que je vous l'ai dit, bien, il y a de plus en plus de monde qui se lève, puis à un moment donné, mais on est rendu là, je vous dirais, il n'y a plus de retour en arrière. Le changement, il est inéluctable. Alors, c'est aussi bien d'embarquer dedans maintenant. J'ai aussi dit dans une capsule précédente que ce qu'il y a après, c'est ce qu'on fait maintenant. Ce que vous créez maintenant
en maintenant votre tissu social. J'ai vu passer donc des reportages qui disaient que toute cette histoire qu'on vit en ce moment, elle a été écrite depuis longtemps. Et ce qu'on souhaitait, entre autres, c'est dissocier la famille. Le mouvement globaliste voulait faire en sorte que les groupuscules qui existent en ce moment, qui nous renforcent, que ce soit la famille, la communauté, bien, c'est un désir de dissocier ça. Alors, et c'est vrai que le fait d'empêcher des personnes âgées de voir ses proches, de mettre en place des mesures dans les écoles pour éloigner les enfants des uns les autres, c'est vrai que c'est étrange quand même. Et donc, si vous, j'ai fait un donc, si vous, pas si, parce qu'on est en train de créer ce nouveau monde qu'on désire, bien, il faut maintenant resserrer les liens. Et c'est les manifestations qu'on voit, c'est ça qui se passe. Et à votre tour, dans votre vie plus intime, plus privée, c'est vraiment le temps d'être très près de vos enfants, de leur dire « je t'aime », d'être près de vos amis qui vous font du bien, ceux qui restent dans votre réseau, avec qui vous vous sentez bien pour l'instant, ou encore ceux qui n'ont pas la même opinion que vous, de leur écrire que vous les aimez, parce que c'est l'amour qui est important, c'est ça qui nous unit. Et c'est ça qui, la peur, en ce moment c'est la guerre entre la peur et la bienveillance, l'amour et tous ces beaux sentiments qui nous unissent ensemble. Je suis très consciente, même si ici en Suède, la vie est normale et que je suis très proche de ce qui se passe dans les pays confinés parce que je me tiens au courant, parce qu'on m'envoie des choses. Ce que je réalise, c'est qu'on est dans une période qu'on pourrait appeler un accouchement. Et pour ceux qui l'ont vécu, pour celles qui l'ont vécu, et ceux qui ont accompagné des femmes qui ont accouché, vous le savez comment c'est douloureux un accouchement, comment c'est pénible, comment c'est souffrant. J'ai vraiment le sentiment que c'est ça qu'on vit en ce moment, un accouchement tellement difficile, un accouchement dans lequel on a envie de dire « ça suffit, je ne suis plus capable ». Un accouchement qui demande la patience. On est là-dedans. Et quand on accouche, c'est la chose la plus merveilleuse qui soit sur Terre. Et c'est ça qu'on vit ensemble. J'ai envie de finir comme ça, en nous souhaitant un bel accouchement. Un accouchement dans lequel on se tient les coudes, on se serre les coudes plutôt, on se tient la main, on se fait des câlins, on se supporte mutuellement, parce qu'on en a besoin. Puis on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et pendant tout ce temps-là, on garde à l'esprit vers où on s'en va, avec des pensées constructives. Et on fait un travail intérieur pour s'émanciper le plus souvent possible de cette peur qui est contaminante et qui est peut-être, sans doute, recherchée, qui est l'effet qui est recherché pour nous diviser. Je vais vous dire, encore une fois, si ça a du sens pour vous, si je vous aide, tant mieux. Je vous remercie infiniment pour tous les commentaires que vous me laissez. Pour moi, ça donne un sens à ce que je fais. Quand vous m'écrivez ces commentaires, vous pouvez aussi me dire c'est quoi au juste dans tout ce que je vous dis, dans la manière que je me présente. Je ne sais pas, là, mais qu'est-ce qui vous fait du bien? Qu'est-ce qui vous aide? Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Et en sachant ça, je vais pouvoir orienter mes interventions pour continuer de vous aider. Je suis habituée, moi, à travailler plutôt avec des gens en face à face et c'est à partir de notre interaction que se créent les solutions aux problèmes. Alors, cet échange qu'on peut avoir à travers les commentaires que vous me laissez sur la page YouTube, parce que on dit ça, non, on dit un site YouTube, hein? Vous voyez comment je suis pas habituée à ça, à ces médiums-là. Bien, ceux-là, j'ai le temps de les lire jusqu'à maintenant. Ceux qui sont partagés sur Facebook, je n'ai pas toujours le temps de les consulter. Alors, si vous me partagez ça, moi, ça va guider ce que je peux vous dire qui va, je l'espère, continuer à vous faire du bien.
Alors, je vous quitte là-dessus. Je vous dis bye. Je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite une belle journée. Puis encore, je suis là de tout cœur avec vous, avec toutes les initiatives positives, individuelles, de groupe et de société qui ont lieu. À bientôt!